Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la rivalité au sein du couple exécutif sénégalais au plus haut. Le président Bassirou Diomaye Faye s'émancipe de plus en plus de son Premier ministre Ousmane Sonko. Le chef de l'État a présidé ce samedi l'Assemblée générale de sa coalition Diomaye Président. Un affront pour les militants du PASTEF, le parti au pouvoir encore fidèle au Premier ministre Ousmane Sonko. Nous irons sur place dès le début de ce journal. Les Lions de l'Atlas changent d'entraîneur. Après 3 ans et demi à la tête de l'équipe nationale marocaine, Walid Regragui quitte son poste avec un bilan unanimement salué. Portrait à suivre dans cette édition. Et à la veille de ce 8 mars, nous recevons ce soir une femme qui a marqué l'histoire des médias africains. Denise Epoté, première femme à présenter le journal télévisé au Cameroun. Figure historique du TV5 Monde, elle a consacré 40 ans à raconter l'Afrique autrement. Elle nous racontera son parcours, mais aussi ses projets de toute jeune retraitée. Elle est notre invitée de ce samedi soir. On ouvre ce journal en allant au Sénégal, où le président Bassirou Diomaye Faye se démarque de plus en plus de son Premier ministre, Ousmane Sonko. Le chef de l'État a présidé ce samedi l'Assemblée générale de sa coalition Diomaye Président. Pendant son discours, il a réaffirmé son attachement à cette coalition, un affront pour les militants du PASTEF, parti au pouvoir, où ils sont nombreux à s'estimer trahis par leurs anciens compagnons de lutte. Les détails dans cette correspondance à Dakar, Deli Mandao. Cette coalition, jamais je ne la trahirai. Ces propos sont du président Bassirou Diomaye Faye qui s'exprimait cet après-midi pour ce qui pourrait être considéré comme sa première sortie publique en tant que président d'honneur de la coalition Diomaye Président. Bassirou Diomaye Faye affirme que c'est grâce à sa coalition qu'il a pu obtenir des parrainages, participer à la dernière présidentielle et remporter cette élection. Le président de la République réaffirme parallèlement son ancrage au PASTEF, le parti dirigé par son Premier ministre Ousmane Sonko, mais les divergences entre les deux hommes sont de plus en plus incontestables. Il y a une semaine, Ousmane Sonko, s'adressant à ses militants via les plateformes digitales, avait affirmé que les membres de la coalition Diomaye Président ne pouvaient même pas gagner une cabine téléphonique, tout en appelant ses militants à ignorer cette coalition. Aujourd'hui, les Sénégalais se posent une question. Les deux hommes vont-ils continuer de cheminer ensemble à la tête du pays? La question reste entière. On passe au Maroc à un peu plus de 3 mois du Mondial 2026. La Fédération marocaine de football a annoncé se séparer du sélectionneur national Walid Regragui, celui qui aura porté au plus haut le foot marocain, cède son poste à Mohamed Wardi. Khalidoussi nous dresse le portrait de Walid Regragui. C'est un maillot qu'il aura hissé parmi les meilleures nations mondiales, fièrement brandi au moment des adieux. Après 3 ans et demi à la tête de la sélection marocaine, Walid Regragui a annoncé la fin de son aventure avec les Lions de l'Atlas. Aujourd'hui, ma décision de partir s'inscrit dans une logique d'évolution de cette équipe. Cette décision n'est pas un renoncement, au contraire, mais un choix réfléchi pour le bien de notre pays et de notre football. Aujourd'hui, je pars en laissant une équipe solide qui connaît sa valeur et n'a plus peur d'assumer ses ambitions. Une annonce suivie d'hommages, parmi lesquels celui de son capitaine en sélection, Achraf Hakimi. Merci d'avoir cru au talent marocain, d'avoir renforcé l'esprit d'équipe et d'avoir montré qu'avec de la discipline, du travail et surtout avec la niya, on peut accomplir de grandes choses. Tu as laissé une empreinte inoubliable dans l'histoire du football marocain. Lors de sa prise de fonction le 31 août 2022, à quelques mois du mondial au Qatar, le technicien ne se doutait sûrement pas qu'il allait faire du Maroc la première nation africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Grâce à lui, le Maroc change de statut et rêve désormais de remporter à domicile sa première Coupe d'Afrique des Nations depuis 1976. Parfois critiqués et face à une pression maximale, les Lions de l'Atlas se hisseront tout de même jusqu'à la finale et s'inclineront face au Sénégal dans un match marqué par des tensions et des polémiques arbitrales. Mais avec 36 victoires, 8 nuls et seulement 5 défaites en 49 matchs, Walid Regragui affiche un bilan exceptionnel à la tête de la sélection. Un sacré challenge pour son remplaçant Mohamed Wabi, nommé dans la foulée nouveau sélectionneur par la Fédération marocaine de football.
On reste dans le football, mais en RDC, où le partenariat conclu en juin 2025 entre le ministère congolais des Sports et le club de Ligue 1, l'AS Monaco, connaît un nouveau rebondissement judiciaire. Le parquet de Monaco a ouvert une enquête pour corruption à la suite d'une plainte déposée à Kinshasa. Le gouvernement rejette ces accusations. Les précisions d'Aurélie Bazara-Kibangula. C'est un partenariat qui fait parler ici à Kinshasa. 4,8 millions d'euros signés sur 3 ans entre l'AS Monaco et le gouvernement congolais. Alors en contrepartie, les maillots du club de Ligue 1 porteront le slogan RDC, cœur de l'Afrique sur la Manche. Un volet d'accompagnement au développement du football congolais est également promis. Mais cette somme est jugée trop importante pour 2 ressortissants congolais qui vivent en France. Ils ont déposé une plainte pour corruption et détournement de fonds publics. Le parquet de Monaco a décidé d'ouvrir une enquête. Hervé Diakessé, l'avocat dans ce dossier, rappelle que cette somme importante est investie alors qu'en RDC, il n'y a pas de stade répondant aux normes internationales. Pour l'avocat, ce partenariat répond à une logique de dilapidation de l'argent public. Alors de son côté, Didier Boudimbo, ministre congolais des Sports, rejette ces accusations. Il affirme que ce partenariat est mis en œuvre dans le strict respect des règles financières et budgétaires en vigueur. Le gouvernement congolais rappelle qu'il a déjà signé des partenariats pour des montants plus importants avec des clubs européens comme le FC Barcelone et l'AC Milan. Sans transition, ce séisme politique en Guinée, le gouvernement a annoncé la dissolution de 40 partis politiques, dont les 3 principales formations de l'opposition jugées non conformes à la nouvelle législation. Une décision vivement dénoncée par les opposants qui y voient une tentative de museler toute voix dissidente à l'approche des élections prévues en mai. Allez, on passe à notre focus de ce samedi soir. Et en cette veille du 8 mars, nous avons choisi au JTA de rendre hommage à une des plus grandes voix du journalisme africain. En 1985, elle devient la première femme à présenter le journal télévisé au Cameroun. Quelques années plus tard, elle rejoint TV5 Monde, où elle va construire pendant près de 3 décennies une véritable tribune pour les voix africaines diffusées dans des dizaines de pays. Journaliste de rigueur, connue pour ses interviews sans détour dans l'émission Et ici, vous me disiez toute la vérité, elle a reçu des centaines de personnalités politiques, économiques, culturelles du continent. Après plus de 40 ans de carrière, elle a pris sa retraite fin janvier. L'occasion pour nous de la recevoir ici à France 24. Merci Denise Epoté d'être venue dans ce journal de l'Afrique. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci de m'accueillir. Alors, vous êtes pour beaucoup de journalistes de ma génération, moi en particulier, un modèle dans le métier. Et pourtant, vous n'étiez pas destiné à être journaliste. Vos parents ne voulaient pas. Racontez-nous. C'est vrai, mes parents ne voulaient pas que je sois journaliste. J'ai commencé par faire des études de droit. Et puis 2 ans après, 2 ans passés à la faculté de droit, à leur insu, j'ai présenté le concours de l'École supérieure internationale de journalisme, une école qui avait été créée par Hervé Bourges au Cameroun, à la demande du premier président de la République du Cameroun, le président Amadou Ahidjo. Et j'ai été reçue. J'étais la seule fille de ma promotion et mes parents l'ont su en lisant le journal officiel Cameroun Tribune. Ils l'ont découvert, mis sur le fait accompli finalement. Voilà. En 1985, vous devenez la première femme à présenter le journal télévisé au Cameroun, dans un univers très masculin. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque d'ouvrir des portes pour des futures générations ou vous n'y pensiez pas du tout ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, quand la télévision démarre au Cameroun en 1985, c'était à l'occasion du congrès du parti politique, qui à l'époque s'appelait l'UNC, l'Union nationale camerounaise, et qui entre-temps est devenu le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et c'était une première, parce que le Cameroun était dans la sous-région quasiment le seul pays à ne pas avoir de télévision nationale. Et les autorités de l'époque avaient plutôt misé sur la radio. D'ailleurs, quand je suis sorti de l'école supérieure internationale de journalisme, j'ai commencé à travailler à la radio, et c'est en 85, à la faveur du congrès de l'UNC, que je fais de la télévision, parce que j'avais fait option télévision à l'école de journalisme. Et c'était une première pour les Camerounais. Ils découvraient vraiment la petite lucarne. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce soir-là, le directeur général n'avait pas voulu qu'on présente le journal en direct. Il s'est dit, vous allez vraiment vous prenez de gros risques. On ne peut pas comme ça s'étaler devant tous les invités du chef de l'État qui étaient venus participer au congrès du parti à Buea, dans la province anglophone. Et tous
encore, on lui a dit, il n'en est pas question, on n'enregistre pas, Oui. on le fait en direct. En direct. Et ça s'est passé en direct. Et à la sortie du studio, tous les invités sont venus nous porter en triomphe comme des héros nationaux. Et voilà, le reste, c'est de l'histoire. En 94, à peu près 10 ans, pratiquement 10 ans après, vous quittez la télévision nationale pour rejoindre la France, TV5. Quelle est votre vision à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vouliez porter comme message sur le continent africain, sur une chaîne française, hein, quand même? Chaîne française, mais chaîne de la francophonie. Absolument. Je précise. Oui. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui. Donc, effectivement, pour moi, pour la jeune Camerounaise que j'étais, née dans un pays bilingue, puisqu'au Cameroun, les 2 langues officielles sont le français et l'anglais, pour la première fois, je pouvais comprendre ce qu'était la francophonie. Et j'arrive à TV5, je suis chargé des programmes. À l'époque, le directeur TV5 Afrique était Mactar Sylla, un de vos compatriotes. Sénégalais, absolument. Avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans. Et 4 ans après, j'ai été nommée directrice Afrique à la suite de la démission de Mactar Sylla. Et là, on découvre une chaîne qui parle aux Africains, parce que quand les débuts de TV5 Afrique, ça a été un décrochage de 2 heures. Oui. Tous les soirs en direction du continent. Et on a été vraiment l'occasion... TV5 a permis de construire un écosystème audiovisuel et de la production sur le continent, puisqu'il fallait une fois par semaine offrir aux téléspectateurs le meilleur de la production africaine. Donc c'était une très belle vitrine pour les producteurs du continent qui pouvaient comme ça offrir leur production, non pas seulement à leur public national, mais à tout le continent. 54 pays quand même, c'est pas rien. Donc ça a été une très très belle histoire. Une belle histoire. Vous avez aussi souvent dit que la femme africaine est invisible. Et aujourd'hui, dans les médias africains, quel regard vous portez sur la place de la femme africaine, justement? Les lignes ont beaucoup bougé et c'est tant mieux, même s'il reste encore beaucoup à faire. Mais parce que moi, à l'époque, quand je commençais, toutes les femmes, de manière générale, étaient cantonnées à un secteur, le secteur de la culture. Ou des faits divers, parce que la politique, c'était la chasse gardée des hommes. Et on se demande pourquoi d'ailleurs, parce que on sait aussi bien que faire des interviews. Mais les choses ont beaucoup évolué et je me félicite aujourd'hui de voir qu'il y a de plus en plus de femmes à la tête des rédactions, à la tête des chaînes de télévision d'ailleurs, même à la tête des instances de régulation, ce qui n'est pas rien. Absolument. Ministre de la communication. Donc je vois que les lignes bougent et elle se laisse pas faire. Alors, un mot pour terminer. Vous avez pris votre retraite. Fin janvier. Fin janvier. Alors, votre vie de retraité, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là? Alors, ça change d'abord, parce que maintenant, je ne suis plus sous pression, plus de réunions. Ou alors, quand il y en a, c'est parce que j'ai décidé d'en faire ou d'y participer. Et puis, c'est une page qui se tourne et une nouvelle qui va s'ouvrir où je ferai les choses différemment. Mais quand on est journaliste, on reste journaliste à vie. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Denise Epoté, d'être venue dans le Journal de l'Afrique, de nous avoir fait cet honneur de venir nous voir et de partager avec nous justement votre parcours. C'était très inspirant et vous êtes pour moi un modèle, je l'ai dit déjà souvent. Merci beaucoup. Merci Denise Epoté. Merci. C'est ainsi que nous refermons ce Journal de l'Afrique et on remercie tout le monde partout dans le monde. Et ce soir en particulier de Kong Samba. C'est une chose que je connais. Absolument, à Paris, en passant par Yaoundé. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.